Voilà. Et puis, je vais partager mon écran. Tout. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, donc merci de nous rejoindre ce soir. J'ai l'honneur ce soir d'être accompagné par Abby Hannan, qui nous vient de l'Université de Warwick et qui se présentera dans quelques instants. Je m'appelle Marc, je suis l'un des fondateurs de Studi Experience. Et Studi Experience, bah, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement, donc c'est une agence qui accompagne les étudiants français principalement qui partent se former à l'international. Voilà, Studi Experience sont des conseillers qualifiés qui vous accompagnent dans l'orientation initiale sur le choix des universités jusqu'au départ à l'installation sur place, en passant évidemment bah, par les candidatures universitaires. Euh, Vous trouverez d'ailleurs voilà, un petit peu plus d'informations concrètes sur ce en quoi consiste l'accompagnement qu'on va vous proposer. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que vous ayez la possibilité de choisir les bons programmes à l'international qui vous correspondent en tout point, que vous puissiez monter des candidatures qualitatives et optimisées pour augmenter vos chances d'admission. Et puis voilà, de faire en sorte tout au long du process que vous ayez un interlocuteur qui puisse vraiment vous aider, vous être utile jusqu'à votre arrivée et installation sur place. Euh, Abby donc, est anglophone, donc elle va nous parler en anglais. Je vais switcher pour ma part entre le français et l'anglais. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Si jamais il y a des points qui ne sont pas clairs pour vous, euh, vous pouvez poser des questions hein, tout au long de ce webinaire en cliquant sur le question-réponse. On vous répondra en direct et puis on prévoit aussi un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Voilà, donc n'hésitez pas et vous inquiétez pas s'il y a des points que vous ne comprenez pas tout à fait et que vous voulez que je clarifie, je le ferai avec plaisir. Abby. Thank you. Lovely. That was a really, really nice introduction to your study experience. Just a quick hello from me and a quick overview of what University of Warwick is all about. So we are a research-led institution, part of the Russell Group within the UK. So we are based in England, just outside of Coventry, very close by to Stratford-upon-Avon, Birmingham, in England. We are very, very famous for some programs like economics, business, politics. We have one of the largest politics academic departments in the UK, but we have a lot of commercial kind of professional experience within our programs, which is something that I'm going to talk about a little bit later. We have loads of arts programs. If you're interested in creative writing, liberal arts, global sustainable development, we have lots and lots of interdisciplinary programs which you can study within just 3 years. So it's a little bit different to the rest of Europe, which has a slightly different duration, which we'll go into. But we have a few rankings on this slide here. Obviously, if you're looking for a program that has academic excellence, that has fantastic teaching, has loads and loads of research opportunities, and you want to kind of get your foot in the door to one of the top graduate jobs in the world, not just in the UK, but we are very much a destination for those high achieving students. So please do stay tuned for more information later about some of our programs, but we will have time for questions later. But yeah, thank you so much for letting me introduce myself, Mark, and I'll hand back over to you. You're very welcome. Very welcome, Abby. Alors, donc, au programme ce soir, donc, nous voulions parler spécifiquement des classes prépa. Enfin, en réalité, on ne va pas vraiment beaucoup parler des classes prépa, mais l'idée, c'est de vous montrer ce que vous pourriez faire à l'étranger qui ressemble aux classes préparatoires, de comprendre aussi la reconnaissance des classes préparatoires si vous êtes dans ces formations, que vous envisagez ces formations et que vous auriez envie par la suite de poursuivre des études à l'international. C'est un enjeu important aussi. Voir comment, que ce soit par le biais des classes préparatoires ou par le biais d'études à l'étranger post-bac, comment on peut derrière rejoindre du coup des grandes écoles françaises.
Warwick, ben, comme vient de vous le montrer Abby, c'est vraiment l'une des toutes meilleures universités britanniques et au monde en réalité, hein, elle est extrêmement bien classée. Donc, on pourrait faire le rapprochement entre ces grandes écoles que préparent les classes préparatoires et Warwick. Mais vous allez voir que dans les deux cas, ben, les admissions ne fonctionnent pas vraiment de la même manière. Ce ne sont pas les mêmes stratégies, les mêmes enjeux et la même approche pédagogique derrière. Donc c'est ça qu'on avait envie de creuser euh, avec vous ce soir. Et voilà, donc le petit programme et on espère du coup répondre à un maximum de questions. Et puis évidemment, à la fin, hein, si vous avez des questions, je vois qu'il y a déjà une petite question sur s'il y a une version traduite de la présentation. Malheureusement, non, mais si jamais il y a des choses que vous n'avez pas tout à fait saisies dans ce que dit Abby ou dans ce que je dirais, parce que je risque de switcher aussi un petit peu entre les deux langues, n'hésitez pas à poser les questions à la fin et puis on vous réexpliquera avec plaisir. Euh, voilà. Donc, pour commencer, donc, si vous êtes dans ce questionnement de savoir est-ce que vous allez au niveau post-bac, donc vous visez une classe préparatoire ou autre chose et pourquoi pas à l'étranger, quel serait finalement l'équivalent d'une classe préparatoire à l'étranger? Euh, la première chose à savoir, c'est que les classes préparatoires, c'est un concept assez franco-français que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Donc, une équivalence exacte aux classes préparatoires n'existe pas à l'étranger. Point barre. En revanche, évidemment, à l'international, vous allez trouver de nombreuses solutions euh, en termes en termes de voies d'élite, en fait. Et donc, vous avez forcément des grandes universités euh, qu'on peut tout à fait comparer aux grandes écoles françaises en termes de niveau, de standing, de classement, de réputation. Donc, vous allez avoir plein de solutions comme ça, mais on n'y accède pas par le biais de programmes préparatoires. Il n'y a pas ces concours à préparer et puis l'organisation des études est tout simplement différente. C'est ça qu'on va creuser un petit peu ce soir. Euh, on n'aura pas non plus à l'international, du moins on aura beaucoup moins, ces notions de grandes écoles finalement, hein, comme on peut avoir en France les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'ingénierie par exemple. Eh bien, à l'international, ce sont plutôt de grandes universités généralistes et les plus cotées sont celles qui sont très investies dans la recherche. Et ces universités vont avoir le département de commerce, le département d'ingénierie, de sciences politiques ou autres. Et, et ce sont ces départements qu'on peut comparer du coup aux grandes écoles françaises. Donc dire que je veux intégrer une grande école, par exemple, aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou en Australie, en soi, ce terme-là n'a pas de sens puisque de grandes écoles de commerce dans ces pays-là n'existent pas. Par contre, vous pouvez rejoindre une grande université et y faire du commerce. Et c'est ça qui sera équivalent à un programme de grande école en France. Ce que recherchent aussi certains étudiants qui s'inscrivent aux classes préparatoires, ce sont des, des cours exigeants et assez généralistes en fait, hein, puisque quand on fait une classe préparatoire, les contenus sont finalement assez théoriques pendant 2 années. Et puis vous allez aussi bien faire des mathématiques que de la littérature et compagnie. Vous allez faire plein de sujets différents. Et donc ça se trouve aussi, hein, si vous recherchez ce type de formation interdisciplinaire à l'international, ce sont des choses qui existent beaucoup. Aux États-Unis, le système est vraiment construit, bâti là-dessus. Vous allez pouvoir faire des formations qu'on appelle Liberal Arts and Sciences, où vous choisissez un petit peu des matières à la carte en fonction de vos intérêts. Et il est tout à fait possible de combiner, par exemple, des mathématiques avec de l'économie et de la biologie, et pourquoi pas un petit peu de littérature ou d'histoire médiévale ou ce qui vous intéresse. Au Royaume-Uni, c'est quelque chose qui se fait aussi, hein. Je sais que Warwick, Abby, correct me if I'm wrong, but I think Warwick has a liberal arts
degree? It does, yes. It's the Dutch style of liberal arts program, so it's a little bit different to the liberal arts colleges in the US. So it's very much the art of liberty, which I think would be very interesting to a lot of people about what that means. So essentially, you're learning about the art of learning, the art of research, and you can specialize in things like I spoke to a liberal arts student that specialized in biology and sustainability. So that's actually on their transcript. So it's not just within the arts and humanities for that particular degree. Awesome. Euh, donc, si on compare un petit peu donc, ce que ferait un étudiant en classe préparatoire versus à l'étranger, donc là, je parle de manière très large hein, des études à l'étranger. Et évidemment, il peut y avoir des subtilités ou des particularités en fonction du système éducatif et de l'université que vous ciblez. Mais bon, quand même, il y a certaines tendances qu'on retrouve un petit peu partout, à commencer par le nombre d'heures de cours. Je vois qu'il y a déjà une question là-dessus à ce sujet. D'ailleurs, quelle est l'intensité des cours à l'international? Est-ce que c'est le même rythme que dans une classe préparatoire? Ça, c'est déjà une différence très importante entre ces deux systèmes-là. Dans une classe préparatoire, on s'attend à avoir beaucoup d'heures de cours, hein, typiquement entre 30 et 40 heures, je crois, et puis beaucoup de travail à faire aussi à la maison en parallèle, donc extrêmement intensif. Pour des études à l'étranger, vous allez avoir assez peu d'heures de cours. On va tourner souvent autour des 15 heures de cours par semaine, ce qui peut paraître très peu, surtout quand on compare au rythme de travail d'une classe préparatoire. Est-ce que ça veut dire que les étudiants sont moins poussés et sont moins élitistes et moins bien préparés aux études de très haut niveau? Pas vraiment, non, c'est juste le système éducatif qui est différent. Et une différence fondamentale que vous allez trouver entre les classes préparatoires et ces formations. Alors, quand je parle d'études à l'étranger aussi, ce serait plus précis de dire que je parle ici des études anglophones, du système anglo-saxon. Dans ces pays-là, vous allez retrouver ce qu'on appelle la pédagogie inversée. La pédagogie inversée, ça veut dire que vous avez relativement peu d'heures de cours, mais on va vous attendre au tournant au niveau du travail personnel que vous avez à fournir. Il faut être assez autonome, il faut avoir une certaine maturité dans votre manière d'apprendre. Et l'idée, on va considérer finalement que les étudiants sont capables par eux-mêmes d'intégrer les bases d'une matière et que les cours servent à approfondir ces bases-là, à s'assurer évidemment que l'étudiant a bien compris les choses. Mais du coup, vous allez avoir beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail en groupe. Il y a pas mal de recherches, de lectures à faire avant d'arriver en cours. Le rythme est en réalité assez élevé. Et plus vous allez viser haut, plus ce rythme sera aussi intensif. Donc, dans une université comme Warwick, on va vraiment attendre à ce que vous soyez très investi, très engagé dans vos études. J'aime parfois redonner l'exemple d'un étudiant qui m'avait raconté un petit peu ses études d'histoire à l'université de Cambridge. Et il m'expliquait qu'en moyenne, les étudiants lisent entre 15 et 20 livres par semaine dans cette université-là. Alors, pour cette filière-là d'histoire. Mais ce qui est délirant, moi, ça me paraît totalement délirant. Après, si c'est un sujet qui vous passionne, peut-être que c'est pas si contraignant que ça. Mais c'est simplement pour vous dire qu'on travaille énormément, hein, évidemment. C'est pas parce que vous avez moins d'heures de cours que le rythme est nécessairement moins intensif, mais c'est différent. Et la manière d'apprendre est fondamentalement différente et conviendra peut-être mieux à certains étudiants et moins à d'autres qui préfèrent peut-être être plus encadrés, avoir plus d'heures de cours sur ces premières années. Et donc, ce tableau, d'ailleurs, hein, que je suis en train de dresser, j'espère que ça n'apparaît pas comme étant euh, une compétition, on va dire, entre les classes préparatoires et les études à l'étranger. Il ne s'agit pas de dire que une solution est toujours meilleure que l'autre. C'est différent. Et donc, pour certains, les classes préparatoires, c'est une très belle idée. Pour d'autres, les études à l'étranger, peut-être que c'est mieux aussi. Et donc, ça, c'est vraiment à vous, à chacun d'établir ce qui correspond le mieux. Euh,
Voilà. Au niveau de l'encadrement, notamment, que vous pouvez recevoir dans une école préparatoire, je pense que typiquement, ce sera assez élevé, comme vous avez beaucoup d'heures de cours et voilà, et ça le sera aussi si vous intégrez une université étrangère. Mais encore une fois, on vous attend beaucoup au tournant au niveau de cette autonomie et de cette capacité à apprendre seul, voilà, en dehors de ces cours. Donc ça, c'est important. Et si vous êtes notamment un petit peu plus jeune, hein, si vous passez le bac à 16 ans, par exemple, c'est vrai que, parfois ça peut être quand même un sacré, challenge que de vous sentir à l'aise tout de suite dans un contexte, international. La sélectivité à l'entrée, si on compare les classes préparatoires et les études à l'étranger, bon, là, on parle de programmes plutôt élitistes, donc la sélection sera toujours élevée. Mais je suppose une différence importante, c'est que pour les études à l'étranger, vous allez directement intégrer un programme diplômant. Et donc, il y a une sélection assez rude qui est faite à l'entrée. Alors, je sais bien que selon les classes préparatoires, il y en a qui vont être évidemment assez difficiles d'accès, mais ce ne sont pas des programmes diplômants. Et en réalité, la sélection, finalement, on pourrait dire qu'elle se fait plus tard au niveau des concours que vous préparez pour accéder aux grandes écoles ciblées. Donc, une différence importante, c'est si vous partez à l'étranger, il y a une sélectivité qui est faite à l'entrée, mais ensuite, vous êtes dans le programme diplômant et donc vous faites vos études sur 3 ans, 4 ans dans un premier temps pour valider le premier cycle, donc le bachelor. Là où dans les classes préparatoires, c'est un petit peu différent. Et donc voilà, évidemment, vous avez d'un côté les classes préparatoires qui ne sont pas diplômantes, et on va voir que c'est un enjeu dans un instant, et les études à l'étranger qui, elles, pour le coup, seront diplômantes au niveau bachelor. Et puis, une autre différence qui me paraît très importante, c'est l'approche pédagogique. Alors, j'ai parlé du volume horaire en termes de cours et de l'approche générale, à savoir qu'à l'étranger, on va privilégier cette pédagogie inversée. Euh, mais vous avez aussi le côté très théorique des classes préparatoires. Si vous faites des classes préparatoires aux études d'ingénieur, par exemple, euh, vous n'allez pas vous allez pas mettre les mains dans le cambouis, on va dire, à ce stade-là. Vous n'allez pas être dans les laboratoires ou à travailler sur des projets concrets ou avec des entreprises. Vous allez être beaucoup dans les sciences théoriques appliquées. C'est un petit peu plus abstrait. Là où, dans le contexte anglo-saxon, si vous faites des études d'ingénieur, dès le départ, dès la première année, et ça, je sais que Abby va en parler de manière plus détaillée tout à l'heure dans le contexte de Warwick, mais vous allez voir que c'est plutôt très pratique dès le départ, ce qui peut aussi être préférable pour certains étudiants. Euh, et pour terminer, il y a le côté aussi de l'équilibre de la vie étudiante qui est importante à mon sens. C'est vrai que les classes préparatoires, c'est très intensif en termes de volume horaire. On va moins s'intéresser aux à côté, en fait. Et quand je parle d'équilibre de la vie étudiante, il s'agit de, quand vous êtes sur un campus à l'international, au-delà des cours et des révisions et des préparations, enfin des lectures et compagnie que vous avez à réviser, on vous incite aussi à faire du sport à côté ou à faire partie d'une association étudiante. Euh, et ça, c'est vachement important quand même. Et je pense qu'au-delà de ce que vous allez apprendre en termes de compétences techniques, vous avez aussi ce que j'appelle les soft skills ou les compétences transversales que vous allez apprendre à l'université. Apprendre à socialiser, apprendre à vous faire un réseau, apprendre à, à être à l'aise dans un contexte international ou que vous connaissez pas. Enfin, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément sur les bancs de l'école, mais que vous apprenez en faisant partie d'une communauté d'étudiantes où on vous incite à faire d'autres choses en dehors des cours. Donc ça, c'est quand même un point à soulever aussi. Alors, on va parler maintenant, on va switcher en anglais pour parler d'un point important, à savoir la reconnaissance des écoles préparatoires à l'étranger. Donc là, on parle d'étudiants qui seraient en école prépa ou qui envisagent de faire une école prépa et qui derrière souhaitent basculer à l'international. Et je trouvais que c'était sympa que Abby nous en parle du point de vue de Warwick.
Voilà, be up to you. Thank you. Thank you so much. So hopefully you've got a bit of an overview about obviously the differences with UK study education or studying abroad in general. And on this slide, I'm actually just highlighting a few difficulties that I've spoken to some French students about when I've been in country at certain recruitment events. Maybe they're looking for postgraduate study, maybe they've done the prepper and they are obviously doing their final years at a Grande École, or maybe they're actually just still in school and trying to figure out which option to take. So this has just come out of a few conversations and actually points that Mark and I have discussed as well previously. So I guess the main thing that I want to highlight with this slide is the difficulties in recognition when you're actually trying to apply after doing your courses that are preparing you to go specifically in that very niche area in France, where you're going to Grande École and you want to do a very kind of, you're a very high attaining student, but actually this very prestigious process that you're going through is actually a very narrow progression if you are looking to keep your options open for elite study abroad in the UK, or maybe you're looking to study in the US or other areas of Europe. You may come across this, but in the UK context, because obviously I'm from Warwick, so obviously this is generally for institutions in the UK, this slide. You know, majority of UK institutions specialise from the year one. So actually, some universities may say, absolutely no, you cannot enter with your prepper course, even though you've done some really fantastic studies, lots of in-depth, intense studying. It still is not equally recognised within the UK. And the reason for that is a lot of UK bachelors start specialising from year one. So there's a lot of prerequisite studies in the first and second year in our programmes, but also other programs in the UK. So there's a few examples actually that I'll show you in a few other slides. But for example, engineering is a really good one, just on the top of my head, is that, you know, from the first year, you're actually specialising in engineering. So there'll be very, very little opportunities to enter after you've done your prepper and then enter into UK study in the third year or the second year. Generally, because it is so specialised in the UK for these types of programmes, generally, it's just not even possible. So I don't want to put you off completely. Obviously, there's loads and loads of advantages for studying in the UK. This is just basically a slide to basically highlight how you don't have to do this prep course. You can actually just go to a fantastic elite institution for a course that you really love. That can be obviously outside of France as well, and outside the UK. The other thing to highlight on this slide is that there's a lot of harsh grading that some institutions actually recognise in the French Grande École institutions, and also in the prep courses as well. So sometimes there will be flexibility if you are looking to actually do master's study, but some institutions don't recognise that as well. So the full understanding and actual kind of recognition in the UK isn't as well known. So that's the point of this slide. The practical issues with that difficulty of recognition I have highlighted here. So obviously, if you're wanting to do your prep courses and then go to a really fantastic institution abroad, you're going to be starting your studies from scratch again, essentially. So you're going to be graduating later, you're going to be spending more money. Also, the style of learning in the UK is completely different to that you will get in a prepper course, and also in some Grande Écoles as well. So in the UK, we focus massively on very practical industry-led teaching. I know it's a little bit different in this particular type of institution in France. So you might be missing out on very kind of industry specific teaching.
where you're, designed to work in actually very practical industries, very high-tech industries. So for those that have very specific career aspirations for particular industries, it is really useful to consider this at this stage before you commit to what you do after your high school studies, after your terminal year. And yeah, there's lots of emphasis in the UK about personal development opportunities. Mark has mentioned this already about the massive difference in student life in the UK. And actually, if you were to consider doing a prep course and then jumping completely to maybe a master's study in the UK after studying in France, you're going to have a very, very different learning style. So really hands-on, you get a lot of support as well, which is very, very different to the rest of Europe. You can have regular office hours with your academics. You can have a personal tutor. You also have every single course and module leader as well to have that kind of specific support as well. So this slide really summarizes actually the differences in support, in teaching, and actually the way that these types of programs in France and in the UK are designed differently. So I hope that helps kind of highlight the difficulties of recognition abroad. I won't dwell too much on this slide. Because there's loads of information that I wanted to, loads of information I wanted to highlight. Was there anything else, Mark, that you wanted to kind of highlight with this as well, with the difficulties that students experience? Well, I think something that I'll touch upon also a bit later is the way that students are graded in École Prépa. As you said, it's a harsher grading system. So, and that we're confronted with that every day. Students, brilliant students who have got into excellent École Prépa, and who have then gone on, to access Grande École sometimes, or sometimes they'll complete a bachelor degree at university, or it really depends on the profile. But for those 2 years of teaching, they'll have very low grades, and for extremely selective universities, that can be an obstacle. So it's something to be aware of as well. Universities won't necessarily be aware of the way that the grading works in France for these particular schools. That's one thing. Or maybe they are aware of it and they'll just consider that they have other students that are more competitive in some. I don't know. I don't know what the reasoning would be. Equally though, from my experience, students that have done at least a year of prépa in France sometimes are more competitive or have more competitive applications when applying to really selective universities in the UK, because they'll have that extra year of very intensive teaching in certain areas of science or economics or wherever it is, and they can arrive with a massive advantage compared to students that have come straight out of high school. So even if that means doing longer studies, it can also put you in a position of strength to access some of those really selective universities that are hard to get into after high school. So that's all I'd add on that. Actually. Yeah, it's a good point actually. Yeah, that kind of personal advantage actually of doing that that first prep year, just to get you into the game of really intense, independent learning. But a lot of universities won't give you an actual advantage in admissions. You will be on a kind of level playing field, if you like. So it's more that kind of personal advantage. But yes, I'll hand over to you because this is quite an interesting slide as well. Donc ici, un petit slide juste pour résumer finalement les possibilités de reconnaissance mutuelle des diplômes. Donc voilà, pour rebondir sur ce que vient de dire Abby, si vous faites une classe préparatoire en France, si vous faites 2 ans de prépa en France et que derrière, vous aimeriez poursuivre vos études à l'international, pour la faire courte, c'est pas vraiment possible. C'est pas quelque chose, vous n'allez pas pouvoir exporter vos 2 ans de prépa. C'est pour ça que la flèche est rouge du coup vers le bachelor à l'international. Donc ce que font typiquement les étudiants qui ont ce profil-là,
soit ils acceptent de reprendre à zéro quelque part à l'international, ce qui pour certains est démotivant, pour d'autres pas forcément, parce que comme je viens de l'expliquer, enfin ça permet aussi en classe prépa, vous allez quand même acquérir des compétences très intéressantes, et puis vous allez avoir une capacité de travailler et de gérer le stress et tout ça qui est quand même euh, en dehors, on va dire, du commun. Et donc ça, c'est des compétences que des universités très élitistes recherchent aussi. Donc on pourrait aussi argumenter le fait que si vous faites 2 ans de prépa et que derrière vous postulez dans des écoles très cotées, en acceptant de reprendre vos études à zéro, vous auriez peut-être plus de chances d'être admis qu'en postulant directement post-bac. L'autre solution, si vous vouliez partir rapidement après une prépa, c'est de faire une année supplémentaire en France, donc de faire valoir vos 2 ans de prépa et de faire la troisième année de licence euh, dans une fac française et de postuler ensuite au niveau master à l'international. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Mais inversement, et ça, on va en parler de manière un petit peu plus approfondie, vous allez voir que si on valide un bachelor à l'international, donc directement après le bac, vous allez pouvoir en fait réintégrer le système français si vous le souhaitez au niveau master en ayant contourné finalement le système des écoles préparatoires. Et donc se pose donc la question de stratégie à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une meilleure stratégie entre les deux pour accéder à certaines grandes écoles? Je ne sais pas s'il y a une meilleure stratégie que l'autre, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si vous, post-bac, vous partez à l'étranger, quel que soit le pays d'ailleurs, mais si vous partez à l'international valider un premier cycle, vous serez éligible pour postuler aux grandes écoles par le biais de la voie internationale. Et par cette voie-là, en fait, l'admission se fait sur dossier. On n'est plus sur le système des concours. Et ben, clairement, statistiquement parlant, de ce que je peux voir en tout cas, et de retours que j'ai aussi d'étudiants qu'on a pu envoyer depuis maintenant presque 15 ans à l'international, il y en a beaucoup quand même qui reviennent derrière par la suite en France et qui arrivent à intégrer les grandes écoles ou Sciences Po ou des grandes écoles d'ingé, commerce, peu importe. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, voilà, ils auront contourné, entre guillemets, ces écoles prépa qui, pour certains, paraissent un peu comme une punition. C'est pas le cas pour tous. Mais voilà, en tout cas, c'est 2 années extrêmement intensives que vous pouvez vivre différemment en partant à l'international. Euh, et il faut reconnaître que voilà, avec ce système des classes préparatoires aussi, bah, vous n'avez pas vraiment de garantie d'admission par la suite dans les écoles ciblées. Donc, c'est une possibilité aussi de vous retrouver, peut-être pas sur le carreau parce qu'il y aura toujours des options, mais vous pourriez être déçu des options en tout cas qui vous sont proposées une fois que vous avez passé les concours post-prépa. Ça, c'est une réalité aussi. Qu'en partant à l'étranger, c'est vrai que vous avez peut-être voilà, un petit peu plus de chances d'intégrer certaines écoles. Et je sais que ce sont des profils aussi appréciés par les écoles françaises parce que ce sont des étudiants ben, du coup qui parlent plusieurs langues, qui font preuve d'indépendance, qui sont autonomes dans leur manière, dans leur apprentissage, qui vont être assez investis dans la vie étudiante puisque ça fait partie de la culture des universités anglo-saxonnes. Il faut être investi, hein, au-delà des cours, c'est bien de faire du sport ou participer dans les associations étudiantes. Et beaucoup de grandes écoles françaises cherchent à instaurer ça aussi dans leurs effectifs. Et donc, recruter ces profils-là, c'est quelque chose euh, qui les intéresse, je pense, particulièrement. Euh, voilà. Alors, bah maintenant, je vais laisser un petit peu plus la parole à Abby, qui va nous présenter de manière très concrète. Alors, on peut pas tout couvrir parce que voilà, il y a plein de domaines et je sais bien que voilà, vous avez aussi des classes préparatoires vers des domaines peut-être plus littéraires ou plus largement scientifiques. Voilà, là, on va couvrir aujourd'hui avec Abby donc l'école d'ingé et l'école de commerce de Warwick. Donc, je vais lui passer la main pour qu'elle vous explique à quoi ça ressemble dans les faits. Abby, I will give you control of my computer.
Thank you so much. Yeah, There you are. I'm really excited to show you guys some of these slides because this is just a few examples. If you're looking at that very niche specific elite university in France and you're in your kind of, your French baccalaureate years and you're trying to figure out what to do, this is a really fantastic alternative if you're looking at a few of these subject specific areas. So obviously our university has over 59 departments and research centres. So this is just one of them. I've got another example for you, but the engineering school at Warwick is very, very focused on industry and commercial skills. It's got a lot of intensive learning, focusing on maths and physics, of course, being engineers, but it really has a lot of integration in the programs, which has compulsory elements about organizational research, management skills, that kind of systems learning as well, which is very, very geared up for industry. So it's a very diverse department. There's lots and lots of flexibility, which I really, really love about this department in particular. If you're obviously not sure about what you want to do, if you're looking at doing an engineering degree, this is quite a good option for you. So as you can see here, we've got loads of different specializations at undergraduate level. So something that you can study right after your terminal year. You don't have to do a prep course for this very kind of prestigious department. Lots and lots of specializations, and you can actually study this in a 3-year or a 4-year duration, which a lot of people are not aware about. So it's really, really nice actually to have kind of a different approach when you're thinking about learning engineering at university. As I said, we've got a really Has that fantastic. switched before you wanted it to, Abby? I think it Should it be on the might previous slide have, or did but that's okay. okay. I can talk about I this c- slide. oh, This is no, no, but I don't that's know how to go okay. back now. I Don't think I worry clicked on at the wrong all. button. Oh, Don't worry at all. there Oh, we go. wonderful. Oh, perfect. Wonderful. Yeah, so really interestingly, um, Huh, we had, yeah, this is a good slide. This is what I wanted. So okay. this is actually a perfect example of Warwick specific kind of teaching in the school. We have a lot of famous routes for industry in this area of the country. So the automotive industry is very, very famous within Coventry. And we actually have a lot of Tata Motors and Jaguar Land Rover systems and research on campus. So there's a lot of autonomous vehicles driving around, which is quite funny to see. But this actually gives you a little overview of actually the type of employers in the engineering department that focus on that. So it's very, very geared up for this type of industry. You're going to be having access to guest lecturers who are not, professional lecturers and academics. They're coming in from some of these companies to actually teach on the lecturing of the engineering degree. So it gives you an idea of actually how widespread, industry is related to engineering and how we integrate it into the program. There's loads and loads of examples here, which I'll skip through because I know you probably have a few questions. With regards to, placements and pathways, short-term placements as well, there's loads and loads of options. So you can do vacation projects in addition to your degree. This is all on offer from some of those employers that you saw in the last slide. Industry placements, so internships where you get hands-on experience. That can either be a whole year or it can be shorter term of maybe the summer holidays or the Easter holidays, or just one semester as well. So it's very, very flexible in kind of tailoring your degree to what you want to do and actually how much work experience you want to do, which is really nice. There's loads of other options like doing a study abroad if you want to study in Australia or if you want to study in North America, in Asia. That's absolutely on the cards if you want to do that. That's definitely something that you can do. And there's a lot of support to help you find these options. And this is not something that you have to decide now. It's something that's very flexible and you can decide.
after your second year. So yeah, it's something that is on the cards, but the option of flexibility is definitely there. You're probably wondering, what exactly can I study at Warwick in the engineering department? So I mentioned about those 3-year bachelors and the 4-year options, and that is an integrated master's, as we said. Really, really popular for automotive engineering because of obviously what I said earlier about the history of our university and actual companies working and designing things on our campus already. But there's loads of different specializations here. And what I love about all of these is that the first year is exactly the same. So as this slide shows, you will actually learn a very general approach in the first year, which covers specific areas across different areas like thermodynamics. You learn a bit about professional skills even in the first year, and actually then you start to specialize from the second year, so you can actually switch your specialization. So if you wanted to, you could switch from automotive, you could apply to automotive engineering, and then actually switch to mechanical engineering if you wanted to. So I guess in the context of this presentation, the teaching style is very different. So as you can see on the right there, there's several different contact hours which will really vary between if you study engineering or if you study business, which I'll show you later. But there's a lot of hands-on learning. However, it is considerably less than if you studied the prepper. So it is very hands-on. As you can see in a lot of the pictures on my slides, there's a lot of access to 3D printers, projects like this, which are group work projects that students have access to if they're doing an integrated master's. It's a really, really lovely way to actually get hands-on experience and get that kind of industry-specific skills that you need if you want to work in that industry. We've talked about how teaching differs as well with the prepper courses and obviously studying abroad. So it really is a variation. You can be having a lecture one day, you can be having weekly tutorials the other day, where you're having very much, a one-to-one teaching style with your academic, which is quite unique actually to Warwick. But lots of, CAD drawings in computer-based classes. Obviously, if you want to do engineering, that's very, very specific for that program, but it really varies. And this is a very hands-on degree. So you do have lots and lots of practical elements here. So I think this is a really good slide to show to illustrate that, because actually, as we said earlier, that independent study is very predominant in the UK and England specifically as well. And this gives you a really good idea of what typically in your first year of studying an engineering program, how that balance of in-person teaching would be against independent study, which is a massive part of the programs here. The advantages are, if you graduate with a good degree and a good grade, you're going to be very independent, you're going to have a lot of research skills, and what I love about this picture here is that you can actually see how much management and business is actually intertwined in the program. And this is for all of our engineering degrees, because it's just the first year. So as I said, it's really the second year that you start to specialize. Even though you start to specialize from the second year, that kind of prepper year, if you did that 1 year in the prepper, you couldn't skip to the second year because you have to cover that content in the first year. So just moving on, because I know we've got loads of content, and this just gives you an idea of how active student life is at Warwick. This is just one example of one department. There's, even though there's just one department, you've got 4 different student-led societies in the specialization of engineering, and one of them has actually won an award for social enterprise as well.
encouraging young girls in the UK to think about engineering at university. And there's loads and loads of other opportunities that I would definitely not discount if you're thinking about that kind of wider university experience. And what better example as well to jump to than the business school? Now, I used to work in the business school, so I love to talk about this subject. But we really do things differently actually in the business school, which is fantastic. So these are just a few rankings to illustrate, the high student satisfaction, the fantastic academics that we have. It's a very, very prestigious business school. If you're looking at, maybe further afield for a master's as well, they're very similar rankings for the programs and academics. But what I love about the next slide actually is it highlights with a student interview there actually how influenced the academics are in the teaching, and all their research really does filter down into the way that we teach. You can do loads and loads of different programs and specializations, even though we have 3 very kind of broad bachelors. So you can do a very kind of vocational based, professional based accounting and finance degree, which I will show you. Or you can have a very, very flexible business management program, which has either a 4-year study duration if you want to have a year off campus, or it's a 3-year duration if you just want 3 years on campus and to have your own specialization, maybe in marketing or maybe in entrepreneurship. We have a very, very big French population in business school. It's really lovely when I was working there a few years ago to have that community there. But all of our programs, whether you do business, whether you do engineering, you can add a year in placement to that to kind of extend your duration. So obviously business is so broad, as you can see on this slide, but that actually replicates the different pathways that you can do in these business degrees. What is a bit of an anomaly, which actually I wanted to highlight on this slide, is the accounting and finance degree. So this is a really, really, really good example of how these elite business programs are designed for working in that vocation and in industry. So you have a lot of content here, a lot of compulsory content, but because of that, as you can see, there's not many elective modules. So you can still pick some modules outside of the department for flexibility. But the thing is, you have a lot of accounting or finance exams after university, and with that particular career in mind, that degree, you can actually become exempt from some accountancy exams, which is really, really key if you're looking to go into that industry. The other thing that's fantastic about the business school is that they have their own, obviously, study abroad experiences. They have their own careers service, which is in-house. And as you can see, you've got some students here that have fantastic internships with that very specialized career support, which I think is really, I think a lot of you will be interested in. This was the slide that I was looking for earlier. So this just highlights actually if you're looking for an accountancy career, that degree is designed, we're teaching that content so you can become exempt from some exams. So it really, really is designed for industry. So it's really fantastic for graduate outcomes. I know we've not got too much time, but I just wanted to highlight again the student life in the UK, and this is one example at Warwick, is fantastic. We have over 300 student-led initiatives, so that's sports clubs, that's student societies. The Business School Society is one of the largest student-led societies. Our Economic Society ran the largest student summit in Europe. They're very, very active, and actually, a lot of alumni that I speak to, a lot of their future careers, future businesses that they created actually started off as an executive role in a student society. So please don't discount that student experience, because it really is so important to get networking, experiment and be creative outside of your subject. And that actually really prepares you well for the real working world, that kind of a collective experience the UK does very well.
Obviously, I should have had this slide earlier, but the career service is fantastic. So this is just one example of how, you know, being a student in the UK has a very comprehensive career support. So if that's really important to you, that style of learning in the UK is really advantageous. You know, you can see where some of our business graduates go because of that support. I think So your slides are I'm gonna flying away, Abby. Is no, that no, you? don't worry. All right, I'm not Is that, touching anything. is that okay? I have not touched a I thing. thought I'd end it there because I know we've only got a little bit of time. No, you're Um, fine. Do you want to go Fantastic. back? Yeah, I'll go back just that Hang one on. last slide, actually. Yeah, Yeah. fantastic. So as you can see, you know, a lot of top graduate employers approach our students. This example is a business, the business department graduate outcomes. And, you know, the reason why they approach our students is because that they have that very comprehensive experience, you know, with working with people from all over the world, different learning styles, very practical experiences, very international experiences. And we have lots of industry experts coming in, guest lecturers coming in. You know, a lot of our academics are very international as well. So we have a lot of global industry experts coming in. So it was really nice actually to give you a bit of a highlight of a few examples of alternatives if you're looking for that elite business school study or elite engineering school. But yes, I really enjoyed speaking to you guys about that. So I'll pass over to Mark now to talk to you about a few of the really key details as well. Thanks, Abby. Bah oui, alors maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi ressemblent toutes ces études-là, en fait, je voulais vous parler, alors rapidement, on va pas trop traîner là-dessus, mais des conditions d'admission, en fait, finalement. Comment on fait pour accéder à ces formations d'élite à l'international? Euh, c'est fondamentalement différent au système des prépas dans le sens où c'est pas un concours qu'on prépare et qu'on passe. C'est des admissions qui se font sur dossier et où on va étudier les candidatures de manière très holistique en fait. Donc vous allez voir qu'on va regarder les relevés de notes, le niveau d'anglais. Je vais vous parler un petit peu plus du suprascolaire dans un instant. Euh, voilà, on va vraiment regarder toute votre personnalité, toutes vos expériences académiques et non académiques et déterminer si on a cette notion de best fit finalement, si ça matche bien entre votre personnalité, votre profil d'apprenant et l'enseignement que propose l'université en question en fait. Donc peut-être une manière moins impersonnelle d'envisager l'admission universitaire. Euh, la première chose quand même, ou le premier point sur lequel il faut être attentif, c'est le timing. Pour beaucoup de programmes très sélectifs, il faut s'y prendre très tôt, hein. Donc là, si vous êtes aujourd'hui en seconde ou en première et que vous ciblez une formation post-bac à l'international, on est bien, on est dans le bon timing, mais assez rapidement, il va falloir commencer à, à préparer ce qu'on appelle la stratégie de candidature. On va commencer à réfléchir aux universités, aux programmes que vous pourriez présenter. Vous allez commencer à préparer peut-être certains tests, des tests d'anglais par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire assez vite. Et puis, vous allez voir que les dates limites dans certains cas c'est assez tôt. Pour le Royaume-Uni, certaines universités vous demanderont de postuler avant le mois d'octobre, donc de l'année qui précède la rentrée. La plupart des universités vous demanderont de postuler avant le fin janvier. C'est le cas notamment de l'université de Warwick. Donc la deadline, en principe, c'est fin janvier pour y postuler, avoir une chance d'être admis. Alors, je mettrai quand même un petit bémol, on va dire, c'est que si par exemple là vous nous regardez, que vous êtes en terminale et que vous envisagez une alternative à l'international pour l'année prochaine, il existe quand même pas mal d'options auxquelles vous pourriez encore postuler aujourd'hui. Je dirais qu'il faut peut-être pas tarder et vous aurez moins de choix qu'en vous y prenant très tôt, mais il y a quand même des choses de qualité qui restent possibles. Je sais pas, Abby, do you know if at Warwick there are many programs that are still open for recruitment Right now, right now?
So I think we had a slim availability on some of our global sustainable development programs. In particular, we had a brand new program that we didn't have too much time to promote, which was about design and global sustainable development. But I think we have closed that now. Mhm. But I can find out for you with our admissions team. It's not always externally advertised like some other universities. But yeah, I'll pop my email in the chat if anyone has any kind of specific questions about any programs, and if we have any spaces, very happy to do that. Awesome. Donc voilà, important quand même d'anticiper les choses. Un point qui, à mon sens, fait vraiment la différence en fait quand vous postulez dans des grandes universités, c'est le suprascolaire et c'est quelque chose dont on n'entend pas finalement beaucoup parler en France, je trouve. Et du coup, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La définition pour moi, c'est le suprascolaire, ça va être une activité que vous allez faire en dehors du temps scolaire, mais qui est toujours en rapport avec les intérêts académiques que vous avez. Et donc, regardons ce que c'est de manière très concrète. Ça peut être des choses plus ou moins compliquées, c'est pas forcément très compliqué d'ailleurs. La base, ça va être lire des bouquins. Si vous voulez étudier de l'ingénierie, ben c'est bien de vous renseigner en amont pour savoir un petit peu vers quelle spécialisation vous aimeriez tendre, par exemple. Donc, en lisant en amont, ça peut être pas mal. Vous pouvez regarder des reportages. Vous pouvez écouter des podcasts. Quand vous prenez le bus le matin pour aller à l'école, c'est très facile de trouver un podcast intéressant sur Spotify ou autre. Vous pouvez visiter des musées. Vous pouvez suivre des MOOC. Alors, les MOOC, ce sont des cours gratuits que vous pouvez suivre en ligne, souvent délivrés par de très belles universités d'ailleurs, comme Warwick ou comme Harvard ou machin, ou Oxford ou compagnie. Ils vont mettre à disposition sur des sites comme quels sites font les MOOC? FutureLearn, par exemple, ou enfin, vous allez y trouver plein de formations auxquelles vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement en plus. Et puis, vous allez pouvoir visionner des enregistrements ou parfois des cours en direct qui sont assurés par ces universités. En fait, l'important ici, c'est quelque part de vérifier que c'est bien ce domaine-là que vous souhaitez étudier, puisque voilà, en vous impliquant dans ces choses-là, ben, ça va vous permettre d'éviter peut-être de vous tromper au niveau de l'orientation scolaire éventuellement. C'est un premier point. Et puis surtout, en fait, ça va vous permettre d'être beaucoup plus convaincant dans vos candidatures. Donc, quand vous êtes amené à rédiger des lettres de motivation ou peut-être à faire des entretiens, euh, bah, si vous savez faire appel à des exemples concrets voilà, dans vos lectures ou dans un stage que vous avez fait ou un podcast que vous avez écouté, euh, ça va voilà, vous rendre beaucoup plus convaincant et puis vous allez pouvoir montrer par A plus B avec des exemples concrets pourquoi vous êtes intéressé de faire des études d'ingénierie mécanique à l'université de Warwick. Si vous dites dans une lettre de motivation, depuis l'âge de 5 ans, je sais que je veux faire de l'ingénierie mécanique, point. C'est pas hyper convaincant comme argument. On va pas forcément vous croire, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gamins de 5 ans qui se posent ce genre de questions-là. Mais vous seriez étonné du nombre de lettres qui commencent comme ça. Voilà, depuis toujours, je veux faire étudier le management ou des choses comme ça. Ça ne va pas vraiment vous différencier. Et quand on parle d'universités très sélectives, très élitistes, bah, elles vont faire attention à ces subtilités-là et vraiment aller chercher les élèves hyper motivés. En fait, il faut montrer que vous êtes passionné par ce domaine-là et que vous avez envie de vous y consacrer sérieusement dans le cadre de vos études et pourquoi pas dans la vie professionnelle par la suite. Euh, Si vous avez des questions plus larges enfin, sur le processus d'admission au sein de ces universités, j'ai conscience du temps, donc on va pas, je vais pas vous monopoliser toute la soirée. Je veux dire, évidemment, vous avez des subtilités hein, et des choses à connaître au niveau des relevés de notes, au niveau des tests éventuellement à préparer ou pas, au niveau des deadlines à respecter. Donc, ça, c'est des choses chez Studio Expérience qu'on est tout à fait en mesure enfin, on peut tout à fait vous renseigner là-dessus et de manière très personnalisée, donc en fonction des projets que vous avez. Euh, Notre accompagnement fonctionne typiquement en deux temps.
on va vous proposer dans un premier temps un bilan recherche et stratégie qui a donc pour objectif de cibler précisément les destinations, les universités, les programmes qui vous correspondent par rapport du coup au dossier scolaire que vous avez, par rapport à vos préférences personnelles, à vos objectifs, par rapport au budget. Donc on va tenir compte de ces choses-là pour aller chercher les quelques universités qui vous correspondraient. Et puis dans un deuxième temps, on va vous proposer un accompagnement sur mesure, personnalisé, pour vous assister dans toutes les étapes euh, du process, donc notamment dans la constitution du dossier de candidature. On peut vous préparer au test, on peut vous aider à rédiger vos lettres, on peut vous donner des tuyaux pour aller chercher des activités suprascolaires qui seraient en bonne adéquation avec les cursus que vous ciblez, par exemple. Et voilà, et plus largement, on vous suit jusqu'à votre départ et à votre installation sur place. Euh, donc voilà pour ce soir. Vous avez notre contact du coup que je vais laisser à l'écran en quelques instants et puis je vais le mettre dans le chat. Comme ça, si vous voulez nous envoyer un email par la suite pour échanger avec un conseiller, vous pouvez le faire. Et on va répondre du coup aux questions. Si vous en avez, ben, n'hésitez pas, c'est le moment. Allez saisir dans le chat. Hop, je vais arrêter mon partage d'écran. Dans l'onglet questions-réponses, où vous pouvez aussi lever la main et je vous ouvre le micro, hein. C'est comme vous voulez. Alors, on a une première question qui est de, est-ce que vous pouvez citer des grandes écoles qui recrutent des profils à l'étranger? Donc là, je pense qu'on parle ici spécifiquement des étudiants qui auraient fait un premier cycle, par exemple, dans une université à l'international et qui ensuite reviendraient en France intégrer une grande école. Bah, en réalité, je pense que toutes recrutent ces profils-là, en fait. Alors, vous avez en principe deux parcours dans les grandes écoles. Vous avez justement le parcours grande école, donc où vous faites 2 ans de prépa et ensuite vous faites 3 ans de formation pour valider le Master 2, ce fameux Bac plus 5. Mais vous allez aussi avoir énormément de masters en fait qui recrutent à la sortie de Bac plus 3. Et donc, ce sont plutôt ces programmes-là qu'on ciblera en principe. Euh, mais voilà, aussi bien HEC que SCP, machin, avec toutes les grandes écoles vraiment recrutent ces profils-là sans trop de difficultés. Vraiment, je ne crois pas qu'il y ait d'exception à la règle. Dans certains cas, évidemment, si vous ciblez le top du top des écoles, le processus de sélection peut être un petit peu plus complexe. Je sais que sur certains masters à HEC, on peut vous demander le GMAT, par exemple, pour des programmes de commerce, qui est un concours qu'on passe pour accéder à des programmes de management. Donc, il peut y avoir des choses comme ça en plus, mais je pense que c'est plus l'exception que la règle, et de manière générale, l'admission se fait vraiment sur dossier. Euh, alors, puis-je être admis en 3e année directement après 2 ans de prépa en France? Ben, alors, je pense on a abordé hein, ce point avec Abby en milieu de présentation. La réponse courte à cette question, sincèrement, c'est non. Vous ne pouvez pas être admis en 3e année directement après 2 ans de prépa. Vous avez concrètement deux possibilités. Si vous avez validé ces 2 années de prépa, vous pouvez faire une 3e année peut-être à la fac ou dans une école d'ailleurs, valider un bachelor ou une licence et postuler pour un master à l'international. Ça, c'est une première possibilité que vous avez. L'autre possibilité, ben, c'est d'accepter de reprendre en première année à l'international en sachant que bah, vous serez particulièrement bien préparé à ces études-là et que le contenu sera très différent. En fait, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas rentrer en 3e année après 2 ans de prépa, c'est que les contenus que vous aurez abordés pendant 2 ans en classe préparatoire seront très différents des contenus proposés par les universités anglo-saxonnes. Euh, Si je prends l'exemple de l'ingénierie, ben voilà, dans les universités anglo-saxonnes, ça va être très pratique. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet et tout de suite, parfois, on se spécialise d'ailleurs sur une filière spécifique d'ingénierie comme l'électronique, la mécanique, l'aéronautique. Donc ça, c'est des choses en prépa que vous abordez pas du tout. Euh, voilà. Donc la réponse courte, malheureusement, à cette question, c'est que c'est non. Vous ne pouvez pas rentrer en 3e année.
Abby, I if there's spotted anything you want to add. I spotted a question actually about the tuition fees at Warwick. So Aha. it's a really good question. We do have slightly higher tuition fees, obviously, for international students. So it actually depends if you study a very hands-on practical degree that requires a lot of labs or a lot of equipment. So for an engineering degree, typically the tuition fees are 31,620. And actually, if you're studying a slightly different program that is more kind of lecture based, so like humanities and social sciences, like business, for example, which is very popular, it's just under £25,000. So it's £24,800 a year. The good news is that we have a very generous scholarship for undergraduate students. It is competitive, but we do have a full fee tuition scholarship and a 50% discount scholarship as well for those that have a very high attainment in the French Baccalaureate or the BFI. And also, they just write a short essay as well. But it is competitive, but we have had French students absolutely getting the scholarship for the 50% scholarship. So it really does make a big difference, actually, a big discount. I think there's quite a few questions coming in actually, I can see. Yeah, I raining think away. there was something about internships in the UK, and if it's kind of provided for within the degree. That's a really good question. So yes and no. So you can basically get a degree which has a whole year guaranteed that you can basically do a whole year in industry, so a whole internship. You get loads and loads of career support, but we actually don't have it on a plate for you. You actually have to go out and look through the job ads. We coach you through the whole application process. We do workshops about assessment centers if you need to have that as part of your internship application. But yeah, it's not kind of guaranteed a specific one, a specific internship. It's very flexible in that respect because you do actually go out there and have the help to find it. So it is very flexible on where you go. You can do an internship abroad. You can have that international experience as well as getting practical experience as well, which is really cool. Some universities will only have specific industry partners. We don't have that. We have loads of flexible internship opportunities. So yeah, hopefully that helps. I've seen another question come in, Mark, that you wanted to answer live. So yeah, go ahead if you wanted to. Yep, I've lost it now. Uh, what level of English is expected? Donc, quel est le niveau d'anglais attendu en première année à Warwick? Donc, il faut passer un test officiel en principe. Donc, l'IULTS, c'est le test qu'on recommande le plus en principe. Do you accept the TOEFL, Abby? Oh yes, yeah, Yeah. we actually accept Donc, the English in the French baccalaureate as well. So you don't that's even need true. to bother with a TOEFL. There's loads and loads of English tests as well. But the main thing is if you're doing a TOEFL or if you're doing an IELTS, some universities may ask for that specifically. It has to typically be taken within 2 years prior to the start of your study. So it's a good question to ask each university, but at Warwick you wouldn't need that. We'd just ask for like a 12 or 13 in your English and your French back, which is quite nice. So you don't Ouais. have to do that extra test, which is lovely. Mais typiquement, Um, voilà, il faut viser un niveau, un bon B2, un petit C1, je dirais de manière générale. Et donc, au TOEFL, ça correspond à un score autour des 90, 100 parfois, c'est pour les universités du moins qui le demandent, et c'est pas forcément le cas à Warwick, comme vous venez de l'entendre. Ou alors, ce sera l'IULTS avec un score entre 6,5 et 7 en principe. C'est ce que demanderont la plupart des universités. J'ai a question on scholarships again. Who can have a scholarship? you can have a scholarship. So for undergraduate programs, basically it's a competitive scholarship. So it's not a means tested scholarship. So you're not guaranteed the scholarship, which is crucial to remember. However, it is a very generous award of full fee tuition or 50%. So the way that you actually apply for the scholarship
is through the actual university website, and that is something that you would do after you've applied through UCAS, where, you know, obviously if you're new to the whole application process in the UK, Mark or myself, you know, we're more than happy to answer any questions about that, but we do kind of specific sessions on that separately. But typically it would be after you've submitted an application that you would apply for a scholarship. And we look at things like your achieved grades, your predicted grades. We look at the essay questions that you would answer. We look at things like sporting awards or musical competitions that you've maybe been entered to. If there's anything that's really kind of prestigious with your studies as well, that's really, really good. But there's no kind of one size fits all approach with the scholarship. So it's just, it's got that competitive nature, unfortunately. I did actually see a question about, you know, talking about discussing about engineering schools, specifically, you know, civil engineering, or maybe, you know, certain studies that includes power plants and maybe chemical engineering. Absolutely, yeah, we do obviously lots Oh, of I think business that school. question, sorry, Abby, I think that is more to do with Polytechnique Centrale and Mines, they're French engineering schools. Of course, So I think it's about transferring transferring after a over. bachelor degree from Warwick, for instance, into those universities. Yeah, absolutely. I It's mean, something that's that possible. happens, it can be done. Enfin, ça peut se faire au même titre hein, que les écoles de commerce. C'est peut-être moins systématique. Autant les écoles de commerce, c'est vrai que c'est quelque chose qui maintenant est plutôt rodé. Et ça se fait très facilement. Sciences Po, pareil. Ingé, ça se fait beaucoup. Je pense que c'est un petit peu plus du cas par cas, donc il faut voir en fonction de. Et, enfin, et l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs c'est du cas par cas, c'est qu'en France, les études d'ingénierie, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent sont généralistes. Là où dans les universités anglo-saxonnes, on se spécialise beaucoup plus. Alors, il existe quelques formations généralistes au Royaume-Uni, mais comme vous l'avez vu dans la présentation de Abby, on peut aussi vraiment se spécialiser sur des domaines très précis. Et donc, du coup, exporter ça vers une école qui aura une approche généraliste, parfois ça peut s'avérer compliqué. Alors après, ces écoles multiplient les masters à vocation plutôt internationale, parce qu'elles sont dans une optique aussi de recruter des étudiants qui viennent de l'international. Et donc, parmi ces étudiants, beaucoup de Français sont à l'international et reviennent en France. Donc, ça, c'est une possibilité. Et lorsque c'est compatible, enfin, c'est tout à fait possible, après un bachelor, d'intégrer un master dans les grandes écoles d'ingénierie françaises et toutes celles que vous citez dans la question. Euh, voilà. Je pense avoir fait le tour de ce point-là. Abby, there's a question regarding the Morse program. Yes, yeah, I saw that. Thank you. Yeah, it's a very valid concern and question. You know, it is very intense. The nice thing is about the maths and stats department, where the Morse program sits under. So, for those of you who are wondering what it is, it stands for Maths, Operational Research, Stats, and Economics. So it's very, very kind of interdisciplinary. The really, you know, it is very intense on the mathematics, but you know, we've not had any concerns about French students entering the program with their level of mathematics in, you know, straight from the terminal year. There is a lot of tutorials, pastoral support, academic support specifically for these students in the department. So that's kind of what I was highlighting with some of the examples that I showed in my slides. But for mathematics, they have a very unique tutorial system, which engineering do as well. But they have a lot more mathematics supplementary support classes within that department, because it is intense, you know, and if you are concerned about it, we actually have
on the website, on the Mathematics Institute website for the program, it actually shows you a breakdown of the support that you can access whilst you're a student, but also before you start the course. There's a great page about resources for mathematics refreshers for anyone that has a gap year. You know, those kind of the intensity is, you know, something that we get asked about a lot. But if you are concerned about it, I would really recommend speaking to the department and some of the students as well that are on the program. We do have a platform called UniBuddy, which is on our website. So if you search Warwick University UniBuddy, then you can actually click on different departments. You can speak to different students from France or students that are specifically studying that Morse program and actually see how they dealt with that situation. The other thing as well, which I was talking about the student life and societies, is that there's academic societies as well. So that's in addition to the taught elements of the program, the compulsory elements. You know, there's a student-led initiative within the department which offers more tutorials, more classes to kind of work through problems, and that is typically a final or PhD student that runs these kind of that tutoring system in addition to what is already there. So hopefully that gives you a bit of reassurance or maybe a bit of an idea of how the teaching and learning works in that particular program. I know that's not applicable for everyone. So yeah, hopefully that helps. Awesome. I think there's a final question regarding scholarships. I think it's more about translating what you said into French. I'll do my best. It's a good test to see if I listen to what you said, Abby. I wouldn't know otherwise, so don't worry. Mais donc les bourses à Warwick, ben, c'est vrai qu'il n'y a rien de systématique, il n'y a pas énormément de bourses, je ne vais pas vous le cacher. Les frais de scolarité, c'est vrai, sont élevés à Warwick. Ce sont des bourses de mérite. Ça veut dire que vous allez être évalué sur votre dossier scolaire, donc sur vos performances, vos notes. Voilà. On vous demandera d'ailleurs de fournir en plus une lettre de motivation supplémentaire dans laquelle vous allez détailler votre motivation pour ce programme spécifique à Warwick, dire en quoi cette bourse vous aidera à réaliser votre ambition. Après, voilà, c'est très compétitif. C'est beaucoup d'étudiants du monde entier qui sont en concurrence pour ces quelques bourses. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on peut compter réellement. Mais bon, mais il n'y a pas de mal à tenter, il faut essayer. C'est assez opaque, hein, je dirais en principe. Bon, il y a quand même un élément de subjectivité dans la sélection, il faut le dire aussi. Donc ça peut dépendre de la sensibilité à un moment donné de la personne qui va relire votre dossier ou machin. Voilà, je ne sais pas si ça clarifie énormément la question. Ce ne sont pas des bourses automatiques attribuées en fonction d'une certaine note ou d'un certain profil. C'est pas lié aux besoins financiers ou aux choses comme ça. C'est vraiment euh, une bourse de mérite, voilà, classique, quoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez une dernière question, on peut la prendre. Sinon, voilà, comme expliqué, on a enregistré hein, le webinaire, donc vous allez pouvoir le revisionner plein de fois si vous le souhaitez. On vous enverra le lien, il sera mis à disposition sur le site internet d'ici la fin de la semaine, donc demain. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse email de Study Experience, donc c'est info@studyexperience.fr. Je vais vous mettre ça dans le chat si j'y arrive. Donc n'hésitez pas à nous écrire si vous vouliez poser certaines questions ou échanger avec un conseiller de manière plus personnalisée pour évoquer votre projet particulier et voir comment on peut éventuellement vous aider. N'hésitez pas. Et voilà, il me reste plus qu'à remercier Abby pour son input ce soir. Thank you very much.
Thank you so much for having Um, me. you're very welcome. Merci à vous de nous avoir écoutés pendant allez, presque 1 heure et demie, donc c'est louable. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.